Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'ABC du climat décryptons la transition en live. C'est déjà la deuxième édition de notre nouveau format et je suis ravi de l'animer avec nos intervenants aujourd'hui. Mon nom c'est Teddy Courteau et je suis chef de projet à l'Association pour la transition bas carbone. Alors pour ceux qui n'auraient pas pu assister à la première édition de ce nouveau format, en septembre, on a initié ce nouveau format avec la thématique du sport et sa transition écologique. C'est un format l'ABC du climat en tout cas, c'est un format qui est entièrement à distance, qui a lieu 3 fois par an. Mais il n'y a pas d'inquiétude, il y a toujours autant de place pour vos questions en fin de séance. N'hésitez pas à les poser d'ores et déjà dans le chat. Mes collègues en régie, Anthony et Auguste, se feront plaisir de nous les remonter. En tout cas, l'ABC du climat, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu de discussion. L'idée, c'est de vous faire connaître des acteurs de terrain, des acteurs de la transition pour aborder des thématiques précises. Et en l'occurrence, aujourd'hui, on va parler de mobilisation citoyenne, on va parler de nouveaux imaginaires et comment transformer les citoyens d'aujourd'hui en des citoyens plus engagés pour la transition écologique et sociale. Comment les nouveaux imaginaires peuvent constituer des leviers d'action pour transformer justement l'engagement des citoyens. C'est les questions qu'on va se poser aujourd'hui. On pourrait se poser la question aussi évidemment à qui incombe la responsabilité de la transition écologique et sociale. Est-ce que ce sont les citoyens, les entreprises, les États ou d'autres acteurs encore? Mais on va s'attarder largement aujourd'hui évidemment sur la dimension citoyenne. Comment embarquer les citoyens, comment rendre leur engagement, leur enthousiasme réel pour des alternatives qui sont plus durables, plus sobres, plus désirables. En clair, quelle société on veut dans les années à venir, comment on veut y aller et comment rendre ces nouvelles sociétés désirables. C'est toutes ces questions auxquelles on va essayer de répondre en compagnie de nos 3 intervenants aujourd'hui. Et donc à commencer par Valérie Martin, chef du service mobilisation citoyenne et médias à l'ADEME. Bonjour Valérie. Bonjour Teddy, bonjour à tous. D'Anthony Yaba, co-porte-parole d'Alternativa. Bonjour Anthony. Bonjour tout le monde. Et de Benoît Roland-Ravel, co-auteur de la fresque des nouveaux récits. Bonjour Benoît. Bonjour Teddy, bonjour à toutes et tous. Alors merci à tous les 3 d'être présents. On peut commencer par un tour de salle, je pense. Est-ce que Benoît, tu veux commencer par te présenter ? Avec plaisir, merci Teddy et un grand merci pour l'invitation. Ravi d'être avec vous ce matin. Moi j'aime bien me présenter d'une certaine manière et je précise que j'ai pas toujours su me présenter aussi clairement parce que pendant très longtemps j'ai cherché un peu le rôle que je voulais jouer dans la société. Donc je commence toujours pour me présenter par mon pourquoi, ma raison d'être professionnelle. Donc moi c'est de contribuer à accélérer la transition socio-écologique. Mon comment, ma manière singulière d'y contribuer, parce qu'on est nombreux à vouloir contribuer à cette grande cause, c'est de me concentrer sur la dimension humaine et organisationnelle, parce que j'ai plutôt étudié en sciences humaines et sociales, notamment à Sciences Po, à l'ESSEC et en école d'avocat. Et mon quoi, ma manière concrète au jour le jour de contribuer à ça, globalement, un tiers de mon temps, je le consacre à accompagner des particuliers qui ont pris conscience que notre système n'était pas soutenable et comme le travail sert à façonner le monde, ils ont envie de se réaligner au vu de ces enjeux. Donc je fais essentiellement des bilans de compétences et des coachings. Le deuxième tiers, c'est les organisations que j'accompagne. Donc là, l'idée, c'est de les accompagner sur la première marche de toute transition d'un groupe humain, transition qui est un escalier qui comprend de nombreuses marches. Moi, la première marche, je me concentre vraiment sur 1, donner du sens à ce qu'on doit faire collectivement, et 2, susciter du désir. Pourquoi le sens ? C'est parce que j'ai découvert en psychologie du travail que la différence entre un effort qui va être source de souffrance ou exactement le même effort qui va être source de plaisir, c'est est-ce qu'il a du sens ou est-ce qu'il est absurde. Et du coup, le sens, je le fais essentiellement via la fresque du climat que j'anime d'une manière particulière et en ce moment, je fais une mission au sein de l'association pour diffuser cette manière qui tient mis en compte de la dimension psychologique des enjeux. Et le désir, pourquoi ? Je crois que c'est Sartre qui disait que la facilité à gravir une montagne dépend du niveau de notre désir de la gravir. Et comme là, on a un sacré Everest à gravir collectivement, je pense que c'est important qu'on sorte de l'imaginaire de la grande privation pour finalement avoir conscience que c'est surtout une grande transformation qu'on doit faire et qui ne tient qu'à nous qu'elle soit la plus positive et désirable possible. Et donc ça, c'est via la fresque des nouveaux récits que j'ai co-créé avec Alexis Klein. Et mon dernier tiers, parce que si vous avez bien compté, ça fait 2 tiers, donc il en reste 1. Et le dernier tiers, moi je dis c'est ma recherche et développement à moi, comme j'ai la conviction que ce qu'on doit faire, c'est une révolution aussi profonde que la révolution industrielle. On doit profondément changer la façon dont notre société est organisée. Et ben, je consacre un tiers de mon temps à me former. Donc actuellement, je suis en master de psychologie sociale et du travail, conflit et changement. Et 6 mois de l'année, je me forme à toutes les compétences de la transition. Voilà, j'espère pas avoir été trop long. Donc je passe la parole. Enfin, je te redonne la parole, Teddy. Merci Benoît, ça n'a pas été trop long du tout, c'est parfait. Anthony, peut-être, est-ce que tu souhaites te présenter ?
Ouais, bon, ce sera probablement pas aussi synthétique que Benoît, mais je vais essayer d'être concis aussi. Alors donc, oui, je m'appelle Anthony Abba, je suis militant à Alternativa. Comment je suis arrivé dans ce mouvement? Alors moi, je travaille plutôt, je viens plutôt du monde de la culture. Mon métier, c'est chargé de production dans la culture. Euh, En 2016, je me suis réinstallé à Nantes avec un projet culturel sous le coude. Et puis bon, ça a coïncidé aussi avec une envie de s'engager un petit peu plus. Bon, j'étais déjà militant dans le monde de la culture, mais là j'avais aussi envie enfin, pour moi, la thématique du climat, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup, enfin qui me préoccupait aussi. Et donc, bon, j'ai regardé un peu ce qui se faisait. Et je suis tombé sur Alternativa et ça m'a bien parlé. Donc à ce moment-là, j'étais au chômage. Après, je suis arrivé en fin de droit et j'étais au RSA. Et même au RSA, je me suis dit, en fait, ça me parle tellement ce que je suis en train de faire que du coup, je vais continuer dans cette voie. Donc, je suis ce qu'on appelle un RS activiste. Voilà, j'accepte de gagner beaucoup moins d'argent et de me consacrer un peu à la cause, même si, bon, ce n'est pas viable à long terme, mais bon, c'est une autre question. Et donc voilà, je milite au sein d'Alternativa, qui du coup est un mouvement citoyen écologiste dont la thématique, l'angle principal en tout cas, est d'agir contre le dérèglement climatique. Donc c'est Alternativa et ANV COP21. Il y a 2 phases dans ce mouvement, je détaillerai après, mais voilà, pour moi c'est important d'avoir ces deux côtés, parce qu'il y a d'un côté la résistance, la désobéissance civile, et d'un autre côté la promotion des alternatives avec Alternativa. C'est quelque chose qui me parle bien. Et puis voilà, donc du coup je suis engagé dans mon groupe local à Nantes. On a la chance à Nantes d'avoir une ville qui est assez dynamique, et bon, le fait d'être engagé au sein d'Alternativa, ça veut dire aussi qu'on est engagé sur tout un tas de pans. Enfin, l'idée c'est vraiment d'agir sur son territoire humblement avec ses modestes moyens, mais voilà, en tout cas d'essayer d'avoir un impact positif sur son territoire, c'est vraiment ce qui m'intéressait, et voilà pour une première présentation. C'est très passionnant, effectivement. On va pouvoir creuser un peu plus ces sujets-là juste après. Merci Anthony. Et ben voilà. Dernière intervenante, Valérie Martin, est-ce que tu veux bien te présenter? Oui, bien sûr. Bon, d'accord. D'abord, je travaille à l'ADEME. L'ADEME, c'est l'Agence de la transition écologique. C'est une institution qui est placée sous la triple tutelle des ministères de la transition écologique et de la cohésion des territoires, de la transition énergétique et de l'enseignement supérieur et de la recherche. J'y suis entrée il y a 30 ans. Pour être exact. Ce qui m'a tout de suite plu, c'est justement de pouvoir aligner à la fois ce qui avait été le corpus même de mes études, puisque à l'époque j'avais un DEA de l'économie de l'environnement à Paris 1, et d'aligner à la fois ce que j'avais appris, mais également le sens. Et j'aime beaucoup ce que tu disais, Benoît, tout à l'heure. C'est important d'avoir du sens dans ces missions. Et au sein de l'ADEME, depuis une quinzaine d'années, je suis en charge du service mobilisation citoyenne et médias. Et c'est vrai que c'est passionnant ce qu'on fait à l'agence, parce que l'agence, c'est comment on va pouvoir accélérer, accompagner également le passage vers une société qui soit plus sobre et plus circulaire. Et pour ça, on va mettre à disposition notre expertise, mais aussi un certain nombre de clés pour pouvoir agir, y compris financière. On est également opérateur de l'État pour certains des programmes France 2030. Et en matière de mobilisation citoyenne, je pilote la stratégie grand public et jeunes, mais j'accompagne également la façon dont on va justement pouvoir rendre plus audibles les messages qui sont portés par l'ADEME en direction de l'ensemble de ces publics, c'est-à-dire aussi bien les citoyens, les territoires, les acteurs économiques. Et on est pour cela très bien gréé, puisqu'on a également un service qui est dédié intégralement à la mobilisation des professionnels au sein de notre direction de la mobilisation pour la transition écologique. Je fais autre chose. Bien sûr, je travaille beaucoup sur la mobilisation citoyenne, et ça se traduit notamment par la réalisation et le pilotage d'un certain nombre d'outils, mais surtout par la création de grandes campagnes de mobilisation. On y reviendra tout à l'heure, sans doute, sur la dernière campagne Posons-nous les bonnes questions avant d'acheter, qui a suscité pas mal d'échanges et de débats. Et puis, j'ai la chance de pouvoir travailler également sur la question de la communication responsable. Et je suis co-auteure avec
Mathieu Janik du guide de la communication responsable de l'ADEME, et donc j'anime également le site éponyme communication-responsable.adem.fr où on peut retrouver un ensemble d'éléments, y compris dédiés au nouveau récit, parce que pour moi, il y a vraiment un continuum à avoir entre justement le nouveau récit et la façon dont nous, communicants, publicitaires, marketeurs, monde de la culture en général, on va justement s'engager et accompagner des changements de représentation qui vont pouvoir justement faire advenir cette société qui soit plus compatible avec les limites planétaires déjà, mais plus compatible globalement avec le vivant. Donc voilà, c'est en tout cas une très belle mission, et je trouve que voilà, on a de plus en plus besoin aussi de ces paroles d'expertise, de cette parole qui permettent de pouvoir poser également les débats. Très bien. Merci Valérie, merci à tous les trois pour vos présentations. Valérie, tu parlais notamment de changement de regard sur ces scénarios-là. Et comment, voilà, pour lancer un petit peu la discussion, on va essayer de poser un peu les bases et poser un peu des diagnostics, faire un petit état des lieux de comment chacune autour de la table, vous évaluez un peu la situation, comment de cet engagement, et puis les initiatives que vous portez aussi pour évaluer tout ça, et comment, s'il y a des effets positifs, mais négatifs aussi bien sûr, à ces initiatives que vous portez. Voilà, donc Valérie, tu as déjà parlé de certains outils de l'ADEME, on va creuser un peu plus évidemment. Est-ce qu'Anthony, par exemple, tu veux commencer avec le tour Alternatiba, par exemple? Ok, bon, du coup, on spoil direct la fin. Non, oui, effectivement, il y a un tour Alternatiba qui arrive, mais je vais détailler. Alors, Alternatiba, déjà pour reprendre depuis le début, Alternatiba, c'est un mouvement donc, citoyen écologiste qui existe depuis 2013. On vient de fêter nos 10 ans. C'est un mouvement qui est né dans le Pays Basque. Alternatiba, ça veut dire alternative en basque. Donc, c'est un mouvement qui s'appelle BICI, qui est à l'origine d'Alternatiba, qui a créé un village des alternatives à Bayonne. L'idée, c'était de montrer qu'en fait les alternatives elles existent, les alternatives concrètes elles sont déjà présentes, enfin, il y en a un certain nombre en tout cas qui existent déjà, et la volonté c'était vraiment de mettre un coup de projecteur sur ces alternatives et de montrer que ça existe. En 2015, ils et elles se sont dit que ça pouvait être intéressant de faire un tour de France des alternatives, de montrer que oui, les alternatives elles existent dans toute la France. Donc c'est comme ça que le premier tour Alternatiba est né, et c'est aussi comme ça que du coup ce mouvement a commencé à s'essaimer, c'est-à-dire qu'il y a des groupes locaux qui se sont créés un peu partout sur le passage du tour. Il y a eu un grand appel à créer des groupes locaux, et c'est comme ça que ça s'est fait. Ça a fait écho. Il y a des personnes, des citoyens, des citoyennes qui sont la plupart des personnes qui militent avec Alternatiba sont bénévoles, qui se sont dit, nous on se reconnaît dans cet appel et on a envie aussi de créer un groupe local au plus près de chez nous pour s'attaquer aux thématiques de notre territoire. Et donc 2015, premier tour Alternatiba. Ensuite, il y a eu la création, parallèlement à ça, de ANV COP21. Donc là, on est à la COP28. C'était au moment de la COP21. On se disait déjà qu'il fallait qu'on agisse. On avait envie d'avoir un impact là-dessus, un impact citoyen sur ces grands décideurs qui sont censés prendre les grandes orientations pour notre bien à tous et à toutes. Donc voilà, donc ANV, ça veut dire Action non violente. C'est un mouvement qui est résolument non violent, qui fait de la désobéissance civile, c'est-à-dire qu'il y a une résistance. Quand une loi qu'on estime injuste, on est là pour aussi dire qu'il faut faire évoluer les lois. On s'attaque, entre guillemets, attaque, c'est un mot un peu vil, mais on cible également des entreprises polluantes qui ont un impact négatif, qui ont un impact climaticide. Et donc on articule un petit peu tout ça, et voilà, c'est un peu le principe de ce mouvement. Donc il y a eu un deuxième tour qui a eu lieu en 2018, et là cette année, en 2024, nous organisons un nouveau tour Alternatiba, donc qui va partir de Nantes et qui va aller jusqu'à Marseille, et donc voilà, on traverse à peu près toute la France, on passe même par la Suisse, et l'idée, parce que oui, j'ai oublié peut-être de préciser que Alternatiba, donc c'est environ 120 groupes dans toute la France, mais également en Suisse, du coup, également au Congo, au Sénégal et Haïti. Là, on avait un week-end de coordination le week-end dernier avec des représentants et représentantes d'Haïti. C'était
hyper chouette, d'autant que la situation elle est vraiment dramatique là-bas. Ce n'est pas le sujet, mais bon, c'est bien d'en parler aussi. Et donc voilà, donc 2024, nouveau tour. L'idée, c'est encore une fois de venir gonfler les rangs des luttes locales qui existent déjà un peu partout sur le territoire, de aussi mettre en avant tout ce qui se fait de chouette sur le territoire. Et voilà, c'est un peu la mission qu'on se donne. Donc j'en profite s'il y a des personnes qui nous regardent du coup à lancer un appel. Le tracé sera dévoilé là tout prochainement et on a forcément besoin de monde pour organiser tout ça. S'il y a des gens qui veulent nous aider à mettre en place tout ça, c'est avec plaisir. Voilà. Merci Anthony. En tout cas, n'hésitez pas à répondre Yes. à son appel et à rejoindre Alternativa. Est-ce que Valérie, tu souhaites aussi à ton tour présenter les différentes initiatives côté ADEME ? Peut-être, je vous ai apporté quelques chiffres. Vous savez, l'ADEME, expertise, chiffres, ça rime souvent. Parce que je pense que c'est important peut-être de repositionner la question. Et j'aime beaucoup ce que tu as dit, notamment par rapport à une transition juste qui n'oublie personne. Et ça, c'est quelque chose, ou ce que tu as dit également sur la partie sociale, c'est important qu'on puisse le repositionner. On a 3 baromètres. J'aimerais vous donner des chiffres de ces 3 baromètres. On a un baromètre qui est sorti mi-novembre sur mode de vie et sobriété. Sobriété avec un S parce qu'il y a des sobriétés. Il n'y a pas une sobriété comme ça, ultime, vers laquelle on pourrait tendre. Et qui nous dit, dans ce baromètre, ça nous dit qu'à 41%, pour les Français, la notion de sobriété est connotée positivement. Je trouve que c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est un terme qu'on va beaucoup utiliser, je pense, aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier point. Bien sûr, en fonction de la contrainte budgétaire, la connotation n'est pas la même, mais je pense que c'est quand même néanmoins un chiffre qui est important à noter. Le deuxième chiffre, je prends mes notes parce que comme je n'ai pas encore complètement tous les chiffres en place, je ne voudrais pas me tromper. Il y a 83% des Français qui disent qu'on accorde trop d'importance à la consommation matérielle. Et on a 83% également qui disent qu'en France, les gens consomment trop. Néanmoins, quand on leur demande « Et vous, personnellement, est-ce que vous avez ce sentiment de consommer trop ?» Ils ne sont que 28% à répondre positivement. Donc, on voit le décalage par rapport à ces questions-là et ils ne se reconnaissent absolument pas dans la figure d'un hyperconsommateur. Ce qui veut dire que pour pouvoir aller toucher les gens par rapport à des pratiques qui seraient jugées comme excessives, c'est d'autant plus complexe. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième baromètre, c'est un baromètre qui est sorti le 4 décembre dernier. Il est tout frais aussi. C'est la 24e vague du baromètre des représentations sociales du changement climatique. Et qu'est-ce qu'il nous montre, ce 24e baromètre ? D'abord, la question de l'environnement reste dans le top 3 des priorités des Français. Ça, c'est aussi assez intéressant, à égalité avec la sécurité des biens et des personnes, et juste après la question de l'immigration. La première priorité, c'est bien évidemment tout ce qui va concerner l'inflation et le pouvoir d'achat. Et c'est important parce que malgré cette très forte inflation depuis 2022, on voit que cette question-là reste dans le top 3 des priorités. Néanmoins, il y a un fossé qui se creuse entre les générations, puisqu'il y a seulement 15% des 15-17 ans, des jeunes, donc de 15 à 17 ans, qui disent que la société va s'adapter sans trop de mal à la situation, alors qu'on a 40% des 65 ans et plus qui disent, eux, que la société va s'adapter sans trop de mal. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important, je trouve, à noter. Et autre point, c'est la question de l'équité. Tu l'as cité tout à l'heure, Teddy, à savoir qu'effectivement, on ne peut pas mettre sur le dos l'ensemble des choses à faire des seuls citoyens, quoi. Ils s'attendent véritablement, les citoyens, à ce que la charge soit répartie équitablement. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on leur pose la question qui serait le plus efficace pour résoudre justement la question du changement climatique. À 55%, ils disent les États, donc en numéro 1. 38% les citoyens. Et puis ensuite, on a les instances internationales et les entreprises. Après, on leur dit, oui, mais qui agit ? Eh bien là, ils nous disent qu'en 1, ce sont les citoyens à 43%. En 2, les associations à 33%. En 3, les collectivités territoriales. Et en 4, seulement les États. Devant les entreprises, 18%, et les instances internationales, 15%. Ça aussi, je pense que c'est assez
fort et que ça peut aussi éclairer notre débat. Derniers chiffres, ce sont les chiffres du baromètre, du 16e baromètre Greenflex ADEME qui est sorti en juin 2023 et sur la consommation responsable et les Français. Et là, qu'est-ce qu'ils nous disent ? À 71%, bien sûr, c'est que du déclaratif, mais néanmoins, je pense que ce qui est intéressant, vous avez bien entendu, ce sont des baromètres, donc c'est sur la tendance. Ils nous disent à 71%, il y a un lien entre mes emplettes et la planète. Là aussi, ils disent qu'à 87%, ils trouvent qu'on vit dans une société qui nous pousse à acheter sans cesse. Là aussi, quelque chose d'important par rapport justement aux imaginaires dominants. Hein. Consommation, bonheur, on voit bien tout ce qui est issu de l'American Way of Life. Et à 83%, ils nous disent la publicité est trop présente et il faudrait la réduire globalement. Et enfin, dernier chiffre, à 86%, ils nous disent mais en fait, il faut arrêter d'innover à tout prix et revenir au bon sens. Donc, ça veut dire qu'on a des Français qui se déclarent prêts à la sobriété. Voilà, je pense que c'est important de pouvoir peut-être fonder aussi nos échanges à l'aune de ces chiffres, parce que en tout état de cause, quand on parle d'imaginaire, on parle forcément de l'imaginaire dominant dans un premier temps, à savoir un imaginaire qui est fondé sur le consumérisme, le productivisme, l'illimitisme et le technosolutionnisme. C'est une formule, mais on voit bien, voilà. Et comment on va faire pour faire émerger un contre-récit qui soit aussi puissant que le récit dominant actuel, récit d'ailleurs qui est tellement puissant que ça nous enferme dans une sorte de statu quo, donc un récit qui soit celui des sobriété désirable et de la résilience solidaire, donc de la transition juste. Et je pense que vraiment, ça nous montre le fait de voir concrètement où en est la population. Je trouve que c'est particulièrement éclairant. Voilà, peut-être ça, c'est premières informations. Et deuxième information, c'est que c'est vrai que l'ADEME s'est emparée de ces sujets, des imaginaires, des récits depuis longtemps. Et on a notamment dans le cadre de la stratégie grand public et jeunes que je pilote, il y a un volet entièrement dédié à cette question-là parce que aujourd'hui on voit bien, on doit essayer de mieux faire passer ces questions et on doit justement pour basculer vers ce contre-récit, on doit pouvoir essayer de comprendre, d'écouter les citoyens et de voir comment est-ce qu'on peut les accompagner. Ce terme d'accompagnement, pour moi, il est absolument indispensable. Un récit, ça ne se décrète pas. Enfin, si, mais dans ces cas-là, ce n'est plus une démocratie. Et là aussi, la question de la démocratie pourrait être un sujet pour nous. Et la façon dont on travaille dessus, c'est à la fois parce qu'on fait 4 axes de travail, se projeter. Et là, je pense à tous les travaux nombreux que l'on a menés, mais notamment à l'objet phare qui est celui de Transition 2050, avec les 4 scénarios contrastés qui nous permettent d'atteindre la neutralité carbone et qui permettent de provoquer des débats par les enseignements qu'ils vont créer. On a également un ensemble de choses qui est lié, d'actions autour de cette façon de comprendre, qui peuvent être liées à la fois à la façon dont la culture populaire, les fictions peuvent nous aider à nous projeter autrement. Et donc, je pense notamment à un travail qu'on a fait avec Place to Be et BVA qui s'appelle Des récits et des actes. Il y a une étude que je vous invite à consulter. On pourra peut-être donner à un moment ou à un autre le site où on peut toutes les retrouver. Et puis, des gros travaux sur les questions de la publicité, parce que là aussi, autant les travaux qui ont été menés par Entreprises pour l'environnement ou par l'Union des marques sur les représentations sociales et surtout sur comment faire changer la façon dont, dans la publicité, cette question de la consommation, enfin de la surconsommation, est abordée. Et puis nous, on a sorti récemment, donc mi-novembre, une grande campagne de mobilisation justement qui s'appelle « Posons-nous les bonnes questions avant d'acheter », où la question est bien de refaire aider par l'interpellation qu'on fait auprès des gens de leurs habitudes de consommation et comment ils peuvent repenser leurs habitudes de consommation, comment ils peuvent faire en sorte que l'achat, et notamment l'achat neuf, ne soit plus une fatalité, et on s'appuie pour ça sur la figure du dévendeur, qui est en gros notre conscience,
qui nous invite à nous poser les bonnes questions sur quels sont nos besoins réels. Et cette question des besoins, je pense que c'est aussi important qu'on la pose parce qu'à l'heure du récit dominant, forcément, la question de la surconsommation des biens, des services pose véritablement question. Et elle met aussi en exergue le fait que l'être n'est pas à la hauteur de ce qu'il devrait être. On est sur la question de la possession, alors que nous sommes dans une véritable crise des relations à l'autre, des relations à soi aussi souvent, et des relations aux autres, c'est-à-dire y inclus l'ensemble des êtres qui ne sont pas des êtres humains, donc les êtres non humains. Et je trouve que c'est particulièrement intéressant. Et on a 3 autres axes, je vais aller très vite, qui sont à la fois un axe pour se former. On pense par exemple à des parcours nouveaux récits faits avec le festival Atmosphère vers les scénaristes, ou prochainement, puisqu'on travaille avec Imagine 2050, sur le futur MOOC des imaginaires qui sortira en 2024, particulièrement important. Et puis, on a tout un ensemble d'actions pour nous aider aussi à continuer à nous projeter. Et là, on travaille sur une initiative qu'on a lancée fin 2022 qui s'appelle l'Assemblée citoyenne des imaginaires. Si ça vous intéresse, je pourrais y revenir. Dont l'initiatrice est Valérie Zoïdo, qui est une storytelleuse, qui est une autrice, réalisatrice, avec Festival Atmosphère, mais également Blue Nov et nous qui sommes les partenaires fondateurs, et où il s'agit de co-créer entre des citoyens qui nous ont fait part de leurs aspirations et des experts, mais aussi des scénaristes engagés. Il s'agit de co-créer ensemble, quelque part, un futur blockbuster de culture populaire qui, justement, a pour fondamental même la question des nouveaux récits. Voilà. Et il y a un dernier point, c'est la question de la concrétisation. Ce dernier axe, il est extrêmement important. Pourquoi ? Parce que je vous ai dit tout à l'heure que nous avions les territoires parmi parmi nos publics cibles. Et là où c'est important, c'est où est-ce que l'on vit. On vit sur les territoires. Et donc, les gens, ils ont besoin de concrétisation. Ils ont besoin de voir que tout ça est ancré dans le réel, véritablement. Et donc, je pense à des travaux comme ceux qui sont menés par la Fabrique des transitions, dont Julien Perdrija est le secrétaire général, et qui sont une alliance entre un ensemble de professionnels, justement, pour réussir à créer une ingénierie qui permette de recréer du lien et de faire émerger des nouvelles façons de faire vivre véritablement au sein des territoires cette question même du développement durable et d'une autre façon de faire société ensemble, et il s'appuie notamment sur la question du récit. Donc voilà, en gros, comment nous, côté agence, on va pouvoir apporter à la fois des éléments de connaissance, mais également accompagner sur le terrain des acteurs pour pouvoir s'engager. Merci Valérie, je vois qu'on a effectivement déjà anticipé quelques questions à venir, on va pouvoir les creuser encore un peu plus après. Je retiens 2-3 éléments, effectivement tu parlais du fait de construire des nouveaux récits ou des nouveaux imaginaires qui ne permettent pas forcément l'engagement citoyen immédiatement, notamment s'il y a une certaine dissonance cognitive un petit peu dans leur comportement d'acheteur ou de consommateur. Par exemple, est-ce que c'est des éléments que Benoît tu retrouves aussi dans la fresque ? Oui, alors peut-être pour commencer un peu par mon diagnostic avec mon prisme, et après dire un peu du coup en conséquence de mon diagnostic, de mon prisme, comment est-ce que j'articule mes actions. Au niveau de mon diagnostic, je vais parler un peu on peut dire que c'est une anecdote, mais pour moi, ça illustre pas mal de choses. Donc, j'ai notamment été à la COP26 à Glasgow, avec la fresque du climat. Et j'aimais bien, pour créer du lien avec les personnes que j'avais en face de moi, je leur demandais un peu, selon eux, en fait, pourquoi les COP ne donnent pas des résultats à l'auteur des enjeux jusqu'à présent. Et donc, souvent, j'avais des réponses assez classiques du type, c'est parce qu'il y a trop de lobby, ou parce que, en fait, les dirigeants politiques ne sont pas assez courageux, des choses comme ça. Et moi, j'aimais bien répondre en retour en disant... Je comprends. Moi, ma croyance, en tout cas l'histoire que je me raconte, c'est que les résultats des COP n'est que le résultat du niveau de conscience au niveau mondial. C'est-à-dire qu'on peut comparer l'humanité à un organisme vivant. Et pour moi, finalement, les COP seraient un peu... et j'aimais bien illustrer ça en disant, oui, dans le cadre des négociations, souvent, dès qu'un négociateur proposait quelque chose d'un peu ambitieux, il y avait quelqu'un qui levait la main et qui disait « gilet jaune ».
l'air de dire vous ne pouvez pas aller si loin parce que de toute façon, ce sera inacceptable socialement par vos citoyens. Et donc, c'était une manière de dire pourquoi la fresque, par exemple, a un sens. C'est que le but, par exemple, des fresques, en règle générale, je trouve, c'est comme on va partout, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous connaissez l'image du triangle de l'inaction. Le triangle de l'inaction, c'est un peu chacun se renvoie la balle. Donc, je suis citoyen, je vais dire moi, je ne peux pas réduire mon empreinte carbone parce qu'on a aménagé le territoire pour le tout voiture, notamment depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc, si je veux réduire l'utilisation de la voiture, il faut que le politique change l'aménagement du territoire. Et puis, il dit aussi, moi, il y a un moment donné, à chaque fois que j'achète des biens, ces biens-là sont pas assez respectueux, on va dire, des frontières planétaires. Et donc, si je veux finalement être plus sobre, il faut aussi qu'en termes de biens qu'on me vend, ils soient plus respectueux. Et quand on fait ces ateliers-là potentiellement aux entreprises, ils nous disent quoi? Ils nous disent nous, on vend ce que les citoyens veulent acheter. Donc, à un moment donné, s'ils veulent qu'on commence à leur vendre d'autres biens, il faut qu'ils nous montrent des signaux comme quoi ils veulent acheter différemment. Et puis, ils disent aussi, nous, on évolue dans un contexte concurrentiel. Donc, si moi, je suis la seule entreprise qui commence à agir un peu dans cette nouvelle direction, mes concurrents vont en profiter. Et donc, je vais disparaître. Donc, c'est aux dirigeants politiques de changer les règles du jeu de mon secteur d'activité. Et quand on l'a fait aux dirigeants, aux décideurs politiques, ils nous disent quoi? Ils nous disent, à chaque fois qu'on veut changer les règles du jeu de secteur, on a les entreprises qui font du lobby en disant, pour des questions d'emploi, de compétitivité, etc., vous ne pouvez pas finalement changer tant que ça les règles du jeu. Et ils disent, comme on n'a pas assez de citoyens qui nous soutiennent, en fait, c'est pas possible de surmonter ce lobby. Et donc, on voit que dans ce triangle-là, tout le monde se renvoie la balle. Donc, moi, mon analyse, j'aime bien donner un peu 2 éclairages à ce triangle-là. Le premier, c'est de dire, finalement, un être humain, comme il n'aime pas changer, c'est-à-dire quand on voit comment notre cerveau est fait, globalement, on a ce qu'on appelle les autoroutes neuronales. Et donc, l'idée, c'est qu'il y a quand même plutôt une prime au statu quo. Et donc, quand on reçoit une information qui nous laisse penser qu'on devrait changer, notre premier réflexe, c'est de se dire, en fait, je ne peux pas changer. Parce que le pouvoir, il est ailleurs. C'est Emmanuel Macron, c'est Xi Jinping en Chine, etc. Ça, c'est la première leçon que j'en tire. Et la deuxième, c'est qu'en fait, comme on est dans un problème systémique, il n'y a aucun être humain sur Terre qui a tous les leviers d'action. Chaque être humain en a. Après, on parle de responsabilité commune mais différenciée. Certains ont plus de pouvoir d'agir que d'autres. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout le monde a du pouvoir d'agir. Comme tout est lié, on peut prendre le problème par n'importe quel bout. On peut contribuer. Et donc, finalement, pour moi, le triangle de l'inaction, c'est un peu une rationalisation face à son impuissance perçue. C'est-à-dire que comme on a l'impression qu'on est impuissant et que l'être humain n'aime pas se confronter à son impuissance, il va préférer rationaliser, se raconter une histoire pour se dire, en fait, finalement, je ne suis pas impuissant. Ou en tout cas, il va dire, de toute façon, ce n'est pas moi qui peux agir. Et donc, l'idée, à travers les fresques, moi, je trouve, c'est de faire passer les gens de ce triangle de l'inaction aux marges du pouvoir. Marge du pouvoir, c'est un itinéraire pour grandir en pouvoir d'agir. Moi, j'aime bien utiliser la version Pokémon du colibri. Je vais vous dire dans un instant pourquoi. C'est globalement dans ces marches-là, donc ça vaut pour un individu, ça vaut pour une organisation, donc une entreprise, une administration publique, etc. On commence par la première marche qui est savoir, c'est-à-dire qu'on commence par se former sur le sujet. Actualiser ses lunettes pour voir le monde. Ensuite, on passe à faire savoir, c'est-à-dire que l'idée, c'est par exemple, je fais une fresque pour augmenter mon savoir. Ensuite de ça, je peux me former à l'animation pour faire savoir, pour commencer à répandre finalement ces nouvelles lunettes. Et le troisième temps, c'est je commence à faire. C'est-à-dire qu'on est dans un système qui ne nous permet pas d'être parfait. Par contre, c'est pas binaire. C'est pas soit je suis imparfait, soit je suis parfait, mais je peux être à minima un peu en avance sur mon groupe social d'appartenance. Et donc l'idée, c'est de commencer un peu à se mettre en cohérence avec ces questions notamment de frontières planétaires. Et une fois que ça c'est fait, parce que en fait c'est important de le faire maintenant, parce que comme dit Gandhi, montrer l'exemple, c'est pas la meilleure manière de convaincre, c'est la seule. De nouveau, comme les gens n'aiment pas changer, si on ne se met pas un minimum en cohérence, le premier réflexe quand on veut vouloir aller à la 4e marche qui est faire, au niveau plus collectif, plus global, les gens vont attaquer le messager au lieu du message. Et donc si on s'est déjà un petit peu mis en cohérence, finalement ce sera plus difficile d'attaquer le messager et on pourra se concentrer sur l'essentiel qui est le message. Et donc pourquoi je parle de version Pokémon du colibri, c'est qu'on permet aux gens à passer de petits colibris quand ils sont dans la première phase, la première marche, à Aigle Royal avec un grand pouvoir d'agir à la fin, parce qu'on commence à avoir un impact beaucoup plus systémique. Et j'ai plein d'exemples hyper inspirants là-dessus. Peut-être que les auditeurs connaissent Thomas Wagner de Mon Pote. Avant ça, il bossait dans la banque. On peut dire qu'il n'était pas tellement aligné par rapport à nos enjeux. Après ça, il a commencé à quitter la banque, à développer ce média Bon Pote. Donc c'était d'abord un petit colibri. Et puis maintenant, il a plusieurs centaines de milliers de personnes qui lisent ses articles, qui se servent de ses contenus dans des ateliers divers. Donc on peut dire que, je ne sais pas si c'est déjà un aigle royal, mais en tout cas, il a vraiment évolué et grandi en pouvoir d'agir.
Et la bonne nouvelle, c'est que quand on grandit en pouvoir d'agir, on grandit aussi en joie. Et donc, c'est vraiment un chemin qui est hyper enthousiasmant. Donc ça, c'est un peu par rapport à ça, c'est de se dire, finalement, pour moi, les fresques, là où c'est très puissant, c'est qu'on rentre par une toute petite marche qui est une expérience de 3 heures. Et derrière ça, potentiellement, si on décide de se former, on peut prendre un escalier, on peut commencer à changer son tissu relationnel. Et voilà, c'est pour aller un peu vite, mais en psychosocial et résumé en coaching, on dit on est la somme des 5 personnes avec lesquelles on passe le plus de temps. Donc la meilleure manière d'accélérer sa transition, que je sois un individu, une entreprise, un État, c'est de changer mon tissu relationnel, donc des individus pour des individus, des entreprises pour des entreprises, et puis des États pour des États. Faire des alliances avec les États qui veulent aller dans la même direction, etc. Et donc, voilà en quelques mots ce que je voulais dire là-dessus. Et peut-être après, je préciserai la fresque des nos récits spécifiquement. Quelle est notre raison d'être, comment on agit, et voilà. Mais j'ai un peu parlé longtemps, donc je préfère... J'ai une question à te poser. Je trouve très intéressant ce que tu as dit. On n'attend pas, tu as dit à un moment, on n'est pas parfait. D'ailleurs, dans les différents travaux, on voit bien que les citoyens n'attendent pas des marques qu'elles soient parfaites non plus. Mais tu as bien utilisé le mot tendre vers l'exemplarité, se mettre en cohérence. Je trouve que c'est intéressant parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on a l'impression que pour certaines personnes, sinon on n'est pas parfait, on n'est pas légitime à parler de nos sujets. Ce sur quoi je pense qu'il ne faut pas qu'on mette non plus une marche supplémentaire ou une difficulté supplémentaire. On a tous nos imperfections. L'être parfait n'existe pas. Et en acceptant aussi quelque part nos limites, nos imperfections, mais le fait qu'on s'engage avec sincérité et avec force, je pense que ça aussi, ça doit être reconnu et ça doit mener quelque part à notre légitimité et à l'acceptation. Par contre, il faut être honnête. Et être honnête, ça veut dire reconnaître soi-même ses limites, les annoncer. Et je trouve qu'en matière de pédagogie, dans la façon dont on apprend les choses, notamment à l'école, on apprend trop des choses qui sont binaires, c'est bien ou c'est mal, alors que justement de dire voilà, il y a des choses que j'ai bien faites et puis il y en a d'autres, j'en suis pas encore là, mais je continue à progresser. Et le fait d'accepter ça, c'est accepter aussi l'autre autrement et le respecter davantage. En tout cas, c'est ma vision, mais peut-être que tu as une vision différente. Non, carrément. Tu voulais répondre ? Peut-être juste sur rebondir sur ça, c'est hyper intéressant, c'est un truc que j'avais retenu du GIECO, donc l'équivalent du GIEC mais pour les comportements, où il disait il y a un mode de fonctionnement cérébral qui freine la transition, c'est ce mode binaire justement, ce mode tout rien. Et quand on raisonne non plus en mode binaire mais en continuum, là finalement le changement devient beaucoup plus facile. Donc c'était juste ça que je voulais compléter sur. Et moi, pour compléter à mon tour, il y a 2 choses à dire. Déjà, il y a une chose que tu as dit, c'est le fait qu'il faut se méfier un peu de la culpabilisation. Ça, évidemment, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. L'idée, c'est pas de culpabiliser les gens, mais de les responsabiliser. Et ça, c'est vraiment une dimension hyper importante. Et nous, au sein d'Alternativa, on a un logiciel militant qu'on met en place et qui se traduit par du radicalo-pragmatisme, c'est-à-dire qu'on est à la fois radical et pragmatique. C'est-à-dire que le pragmatisme, c'est être conscient du monde dans lequel on vit, des difficultés, des résistances auxquelles on se confronte, mais dans le même temps d'avoir un discours qui est radical. En tout cas, là, la situation exige qu'on ait une action qui soit radicale. Donc en fait, c'est toujours un peu ce jeu d'équilibriste entre à la fois exiger le maximum, là je me place de mon point de vue de mouvement citoyen, et en même temps d'être conscient du monde dans lequel on vit, d'être conscient qu'il y a des visions différentes qui s'articulent, et voilà, c'est important de dire là-dessus, quoi. Et Benoît, je crois que tu voulais compléter un petit peu sur la fresque avant de passer rapidement avant de passer à la suite. Carrément. Alors, la fresque, du coup, je vais spécifier sur la fresque des nouveaux récits. La fresque des nouveaux récits, donc nous, notre raison d'être, c'est de contribuer à faire émerger un futur qui soit à la fois soutenable, donc dans les frontières planétaires, et désirable pour toutes et tous. Ça, c'est notre pourquoi. Notre comment, c'est de contribuer à augmenter le pouvoir d'agir des pionnières et des pionniers de la transition. Donc, je reviens, en fait, les pionnières et les pionniers, c'est qui ? Pour nous, c'est toutes les personnes qui ont compris que notre système n'est pas soutenable. Il n'y a pas besoin d'être parfait pour être pionnier, pionnière. Moi, j'ai l'habitude de dire, il n'y a pas de videur à l'entrée. Il n'y a personne qui dira non, t'es pas pionnière, t'es pas pionnier. Tout le monde est le bienvenu et on a besoin d'être de plus en plus nombreux. Et notre quoi, concrètement, en fait, on propose une expérience en 2 temps. Une première inspirée de la pédagogie fresque,
Donc on repositionne les cartes dans une logique cause-conséquence. Et une deuxième inspirée de l'utopique fiction, où l'idée c'est de placer les gens en sous-groupe de 3-4 pour aller créer ces fameux nouveaux récits, ces projections dans l'avenir. Et ce qui nous tient à cœur, c'est qu'ils soient les actrices de ces nouveaux récits. C'est-à-dire que c'est pas ils vont inventer des personnes qui vont faire à leur place. L'idée c'est à chaque fois qu'ils soient le premier domino qui va contribuer à faire tomber les autres dominos. Et donc, on a 3 objectifs principaux à travers les cartes, parce qu'on sait que les gens ne retiendront pas tout sur les cartes. Premièrement, c'est de faire prendre conscience à nos participants et des participants que l'espèce humaine est une espèce fabulatrice. C'est-à-dire qu'elle passe son temps à se raconter des histoires. Typiquement, pour concrétiser ça, on aime bien donner l'exemple donné dans Sapiens de Yuval Noah Harari. Vous n'arriverez pas à convaincre un singe qui vous donne sa banane en échange d'un bout de papier. Eh bien, nous, si, ça s'appelle l'argent. C'est-à-dire que nous, espèce humaine, Homo sapiens, on est capable de créer des fictions, des récits qui vont venir finalement influencer nos comportements. Le deuxième objectif, c'est de constater que malheureusement, aujourd'hui, les récits dominants, donc récits dominants ne veut pas dire monopolistique, il y a des récits alternatifs, mais que les récits dominants, finalement, contribuent à activer des verrous à la transition. Et que ça permet de comprendre en partie pourquoi on agit si peu, en tout cas pas à la hauteur des enjeux, malgré tout ce qu'on sait, notamment grâce au rapport du GIEC pour le climat et de l'IPBES pour la biodiversité. C'est un peu comme si la science nous disait, par exemple, sur le trafic aérien, le trafic aérien ne pourra pas continuer à augmenter comme il augmente chaque année, et dans le même temps, en fait, dans le même temps, on a des publicités pour nous dire prenez l'avion à 20 € pour partir à Marrakech. Donc on voit qu'on a des espèces d'injonctions contradictoires dans l'espace public. Et le troisième objectif, c'est de dire bonne nouvelle, l'être humain n'est pas programmé pour détruire la planète et mettre en place des systèmes sociaux inégalitaires. Les nouveaux récits peuvent véhiculer des idées qui vont mettre massivement les gens en mouvement et qui vont agir comme des clés sur ces verrous. Et donc, si je résume, nous, notre objectif, c'est d'aller cultiver chez les gens qui créent ces récits, qui écoutent, qui participent à ces ateliers, un optimisme actif lucide. Lucide sur la gravité des enjeux et la hauteur de la marche à franchir collectivement. Optimiste sur le fait que c'est pas binaire, soit on réussit, soit on rate, mais tout ce qu'on fait fera que ce sera mieux que si on le faisait pas. Et en même temps, enfin actif, c'est-à-dire j'ai du pouvoir d'agir, peu importe où je me trouve sur ce triangle de l'inaction. L'idée, c'est que tout le monde agisse et être de plus en plus nombreux à agir. Et le dernier point, c'est que nous, on veut avoir un impact non seulement sur nos participantes et participants, mais aussi dans l'espace public. C'est-à-dire que moi, j'ai fait une analogie avec le ratio de l'OSADA. Qu'est-ce que c'est que le ratio de l'OSADA ? C'est un ratio qui permet de savoir comment ça se passe dans un couple ou une organisation. C'est le ratio parole critique sur parole constructive. Donc s'il y a trop de paroles critiques dans un couple ou une organisation, on comprend, il y a de l'eau dans le gaz, ça ne va pas forcément bien se passer. Et du coup, c'est fait office de thermomètre, mais aussi de levier d'action. Thermomètre pour savoir comment ça va dans le couple ou l'organisation, mais aussi de levier d'action. Parce que si je prends conscience de ça, je vais peut-être pas prononcer toutes mes paroles critiques. Et là, moi, j'ai fait une analogie sur le ratio utopie sur dystopie, en se disant dans une société humaine, et je précise, utopie, nous, ça nous tient à cœur, mais on revient au sens de Thomas More, pas mal véhiculé aussi par Sandrine Roudot. Pour nous, l'utopie, c'est vraiment futur désirable. Après, sa probabilité qu'il advienne, c'est à nous de trouver les stratégies, parce que si on trouve que c'est un futur souhaitable, d'augmenter la probabilité qu'il advienne. Mais c'est une deuxième question, la question de la probabilité qu'il advienne. Et donc, nous, les meilleurs des nouveaux récits créés dans nos ateliers, l'idée, c'est de les diffuser dans l'espace public pour justement les rééquilibrer, parce qu'on se trouve qu'il y a trop de dystopie. Et nous, on pense que c'est un peu comme à vélo, on a tendance à aller là où on regarde. Donc, si on passe notre temps à regarder des futurs pas désirables, on pense qu'on est en train d'un peu augmenter la probabilité d'y aller. Donc, je te rends la parole, notamment peut-être sur la question de nos définitions sur les récits. Tu voulais peut-être... c'est une bonne transition. On va peut-être passer à la deuxième partie. Je vois que le temps avance, effectivement. Ouais. On a eu un petit bug technique au démarrage. On s'en excuse. Tu parlais effectivement, Benoît, le fait de devoir embarquer le plus de monde avec soi, le fait d'être ce triangle optimisme. Alors, je ne sais plus comment tu l'as décrit clairement, mais d'optimisme, lucidité, d'action. En tout cas, le fait que les chiffres ne peuvent pas forcément convaincre, l'information ne suffit pas à embarquer le plus de monde possible. Les rapports du GIEC le prouvent, ça fait 30 ans que les rapports sont publiés, on n'a pas franchement décelé de mobilisation supplémentaire, en tout cas d'évolution réelle dans ce sens, dans le bon sens en tout cas, vers des sociétés plus désirables. On sait qu'évidemment que la science est utile pour définir des trajectoires là où quand on peut se projeter, pour faire un constat évidemment comme ce qu'on a pu faire en première partie aujourd'hui, pour tenter de déceler des potentielles dérives à ces trajectoires justement, mais la science ne nous dira jamais là où on veut aller, comment on veut y aller, qu'est-ce qu'on veut, tout simplement. Et qu'est-ce qu'on veut, évidemment, ça se détermine aussi, comme vous l'avez dit tous les trois, par nos émotions, notamment. Nos émotions ne sont pas neutres dans la lutte contre le changement climatique. Donc, est-ce que les nouveaux récits, les nouveaux imaginaires sont capables, sont
levier potentiel pour déclencher cet enthousiasme, cet engagement supplémentaire qu'on souhaite et se tourner vers un avenir plus désirable, plus responsable, plus sobre, etc. etc. Alors déjà, peut-être pour commencer, je ne sais pas lequel d'entre eux, peut-être Valérie, j'ai l'impression que tu voulais souhaiter prendre la parole sur comment, peut-être si tu as une première définition ou comment créer un nouveau récit. Mais je voulais juste terminer peut-être ce que tu venais de présenter et qu'on n'a pas encore exprimé, c'est-à-dire que la transition écologique, c'est avant tout une transition culturelle. On n'a pas exprimé ce fait-là, c'est sous-jacent à nos prises de parole. Et la culture, c'est pas uniquement via les fictions, qu'on soit bien d'accord. C'est l'ensemble des univers. Donc, comme le dirait Jules Collet, qui est un consultant justement et qui a travaillé pour l'agence, entre autres, il a fait un excellent mémoire sur la question des imaginaires. Et on voit bien que c'est à la fois à l'interface entre des imaginaires, j'allais dire culturels. C'est pour ça qu'on parle par exemple de récits, qu'on va parler de fiction, qu'on va parler, comme avec Sandrine Roudot, d'œuvres littéraires. Je pense notamment au dernier ouvrage aux éditions de la Mer Salée que Sandrine et Yannick Roudot viennent de sortir, Les Utopiennes. Je vous invite vraiment à le lire, voire même à l'offrir pour Noël. Ça, je trouve ça extrêmement beau. Mais à côté de ça, c'est aussi le fait d'avoir des imaginaires matérialisés, des imaginaires concrets. À quoi on peut penser, je ne sais pas moi, Ripper Café, Bouturothèque, Grainothèque, etc. Parce qu'il faut être concret. La question justement du récit transformatif de celui qui va nous permettre de basculer, de passer à l'action, ça va être quelque chose qui est ancré, quelque chose qu'on voit arriver à côté de nous. Parce que tu parles à juste titre du fait que jusqu'à présent, peut-être que beaucoup de communications ont été axées sur les chiffres, la tonne équivalent CO2. Bon, et on est tout à fait d'accord, les gens comprennent, mais ça ne les embarque pas. Donc, comment je fais pour toucher la corde émotionnelle, la corde sensible? Et pour les imaginaires, ça veut dire quoi? Ça veut juste dire changer les représentations sociales dynamiques qui façonnent notre collectif de société. C'est ça pour moi les imaginaires. Mais si on ne montre pas concrètement aux gens que ces questions-là les concernent au premier chef et que la question du changement climatique et de la préservation des ressources, ce sont des sujets qui sont ancrés avec leur vie de tous les jours. Ce sont des questions de santé. Quand on pense à justement tous les phénomènes climatiques extrêmes, notamment les canicules ou autres, etc., par exemple, on voit bien, on comprend clairement qu'il y a des questions de santé. Ça peut être des questions de conflits. Par exemple, ça peut être des conflits qui sont autour de nous, sur l'eau, par exemple, au hasard. Mais ça peut être des conflits qui sont plus loin, les conflits liés justement au fait que on se sert de plus en plus de téléphones portables, et que tout ça, on en consomme, en veux-tu, en voilà. Pas trop longtemps, de préférence, pour avoir toujours le dernier cri, parfois. Et entraîné par l'obsolescence marketing, par des promotions sans arrêt, etc. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Il y a une bataille pour les métaux rares. Et ces métaux rares, ils ont un peu de sang sur les mains aussi. Et puis, ça peut être aussi des questions qui vont être liées justement aux questions de migration, aux questions migratoires. À un moment ou à un autre, il va y avoir énormément de déplacés. C'est obligé. Face à la montée des eaux, par exemple. Je cite qu'un seul exemple, mais c'est intéressant de regarder ça aussi sous ce prisme. Et puis enfin, ça concerne ma vie quotidienne. Ça concerne, en gros, la façon dont j'ai envie qu'on me raconte et dont j'ai envie de vivre, les modes de production. Quel mode de production? Où est-ce que j'achète mes biens? Quel mode de consommation? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que j'ai des modèles alternatifs à ma disposition? Justement, des modes de consommation alternatifs. Quel mode de vivre ensemble? Ça pose aussi comme question, au sens du buen vivir d'Amérique du Sud. Et en gros, c'est toutes ces questions-là qui nous sont posées et qui méritent d'être débattues, parce que de toute façon, on doit co-construire, c'est ce que vous disiez tous les deux, le monde dans lequel nous allons vouloir vivre. Et ça, je pense que c'est véritablement un enjeu très fort. Il ne doit pas y avoir nécessairement de dogmatisme, il ne doit pas y en avoir. D'ailleurs, Arthur Keller le dit bien, on ne veut pas avoir une pensée monolithique. Mais pour autant, il faut que, comme le dit Alain Damasio et le collectif Zanzibar, il nous faut
désincarcérer le futur. Il faut réussir à se projeter plus loin, justement, pour pouvoir faire advenir un nouvel imaginaire, ces fameuses représentations collectives de notre société. Et ça, je pense que, voilà, moi j'aurais eu tendance à dire, c'est ça un peu ma définition, mais aussi ce qui explique peut-être la façon dont on va pouvoir se poser les bonnes questions pour pouvoir le faire advenir et, je l'espère, embarquer toute la société. Et avant de vous laisser rebondir, effectivement, Benoît et Anthony, je voulais rajouter une question à la question. Comment, tu parlais de comment se poser les bonnes questions. Est-ce que voilà, on veut essayer d'avoir des imaginaires qui soient suffisamment concrets pour embarquer les gens? Est-ce qu'on doit, ces nouveaux imaginaires doivent se baser sur notre société actuelle, productiviste, destructrice, etc., etc. À partir de là, comme postulat, ou alors changer de valeur, changer de prisme, avoir une société plus voilà, définie par rapport à certaines valeurs qui ne sont pas forcément courantes dans la société actuelle. Comment on définit, quelle base on choisit? Ouais. Tu veux y aller? Ouais, parce qu'il y avait des choses intéressantes dans ce que tu as dit non, mais sur lesquelles j'ai bien envie de rebondir sur le côté surconsommation. Bon, tu parlais aussi du niveau d'information, de ce trop-plein là, qu'on a à emmagasiner. Et oui, on parle beaucoup de l'infobésité, le fait qu'on est débordé, on vit dans un monde où on est débordé d'informations. Et c'est pas facile de faire le tri entre ce qui est futile, ce qui est utile. Et donc, bon, déjà, moi, j'ai l'impression qu'il y a un enjeu aussi à se connecter et à se déconnecter. C'est paradoxal, mais bon, il y a vraiment un enjeu à retrouver du sens dans l'action. Donc, c'est un peu ce que tu disais aussi tout à l'heure. Et le fait de remettre les mains dans le cambouis aussi, quoi, d'agir. Donc, bon, pour nous, Alternativa, ça passe par le local. Alternativa, c'est une somme de groupes locaux qui se fédèrent voilà, en mouvement global. Mais véritablement, pour nous, on sait qu'il y a 50 à 70% des leviers d'action pour lutter contre le dérèglement climatique qui se trouvent en local. Donc c'est là aussi où ça se passe, quoi. Et c'est pas forcément que dans la contestation, hein. On l'a dit, hein, c'est une articulation entre les deux. Nous, on dit que le mouvement marche sur deux jambes. Pourquoi ? Parce que il faut pouvoir dire stop à tout ce qui nous paraît absurde, à tous ces projets, ces entreprises climaticides. Et dans le même temps, voilà, il faut aussi mettre en avant ce qui se passe de bien, contribuer à ce qui se passe de bien. Il y a aussi cette notion, je ne vais pas faire de parallèle douteux, hein, mais la notion de est-ce qu'on collabore ou est-ce qu'on se met en faux avec le système, quoi. Il y a vraiment une question que chacune est amené à se poser à un moment. Donc, c'est vraiment pour moi un tournant. C'est à partir du moment où on se dit ok, j'entre en résistance et j'arrête de collaborer. Voilà, pour moi c'est un enjeu assez important. Et puis je sais plus qui est-ce qui a employé le terme de bon sens aussi tout à l'heure, parce que bon, moi je me suis formé à un métier manuel qui est dans la pierre, mais on parle souvent de bon sens, on parle souvent du bon sens paysan. En fait, il y a vraiment ce truc qui est inné aussi, hein. Là aussi, on reconnecte à l'humain, de se dire, enfin, il y a des choses qui sont quand même absurdes. Quand on lève un peu la tête du guidon, on se dit, mais c'est pas possible d'aller dans cette direction. Et donc, reconnecter avec cette notion de bon sens, qui est un truc très... qui est un peu vaporeux, mais qui... pourtant à quelque chose de concret, quoi. Vraiment reconnecter avec le bon sens, ce fameux bon sens paysan, ce truc perdu. En fait, on n'a pas toujours besoin de réinventer la poudre. Il y a des choses qui existent depuis toujours. On l'a vu en fait sur ces dernières années. Là, on part dans une direction qui effectivement n'a pas forcément de sens, mais se reconnecter au bon sens, c'est quelque chose qui est intéressant. Et dernier point sur les différentes visions, parce que bon, alors Damasio parle de bataille d'imaginaire, mais ma conviction, c'est que derrière, avec imaginaire, il faut aussi lier le terme de collectif. Pour moi, l'imaginaire, il est collectif. On peut avoir le plus bel imaginaire, si on est tout seul dans son délire, ça va pas très loin, quoi. Et donc c'est pour ça que oui, mais bon, il y a aussi une phrase qu'on entend souvent, qu'il est plus facile d'imaginer la fin du capitalisme, la fin du monde, pardon, que la fin du capitalisme.
Ouais, des solutions alternatives, elles existent. Il y en a des dizaines, il y en a des milliers. D'ailleurs, je ne suis pas sûr d'adhérer à toutes les alternatives au capitalisme, mais en fait, il faut qu'on puisse s'autoriser à réfléchir autrement, quoi. Et ça, là aussi, c'est un angle qui me paraît hyper important, quoi. Il y a 3 visions qui s'affrontent. On en a parlé aussi, c'est la vision libérale, le capitalisme vert, les technosolutions. Ça, les scientifiques nous le disent, ce n'est pas une voie souhaitable, quoi. On essaie, là, j'ai l'impression que c'est vraiment le discours dominant et qu'on essaie d'aller dans ce sens-là. Mais bon, ce n'est pas une solution, donc nous, on s'inscrit en faux là-dessus. Il y a la vision de l'extrême droite. Voilà, là aussi, si je parle d'imaginaire collectif, c'est que la vision de l'extrême droite, pour moi, elle n'est pas compatible avec ça. Et puis, il y a une vision qui est un peu plus... qui moi me paraît plus intéressante, qui est radicale, qui est populaire. Et c'est, à mon avis, dans cette direction qu'il faut qu'on aille. Voilà. Benoît, tu souhaitais compléter? Ouais, je vais essayer de répondre en 4 temps. J'espère que j'ai pas oublié un point. Le premier, c'était un peu pour éclairer les échanges qu'on a eu jusqu'à maintenant. On en a parlé juste avant de préparer nos petits échanges. C'est Doise qui dit qu'il y a 4 manières un peu d'analyser les comportements humains. Il y a le niveau intrapsychique. Donc c'est là, on va un peu essayer d'expliquer le comportement de quelqu'un en fonction de son histoire personnelle. Il agit comme ça parce qu'il a vécu ça dans son enfance, etc. Après, il y a le niveau interrelationnel. Là, c'est vraiment en écho avec ce que je disais avant. C'est globalement, nos comportements sont pas mal influencés par notre tissu social. Je donne un exemple. Je fais une fresque du climat. Je prends conscience à quel point manger de la viande rouge, c'est incompatible avec un futur qui soit soutenable. Mais si je reviens dans ma famille et qu'identitairement, on est bouché de père en fils, on comprend que ça va être un peu plus compliqué pour moi et qu'il y aura un plus gros décalage entre mes intentions comportementales, de comportement et mes comportements effectifs. Le 3e niveau, c'est le niveau positionnel. C'est que globalement, on est souvent... C'est un peu comme si on interprète des rôles dans nos vies. C'est-à-dire que mes comportements vont en partie être influencés par l'étiquette que la société me met. Par exemple, je suis avocat, je suis médecin, on attend des comportements spécifiques de moi, liés à cette étiquette. Et le 4e niveau, qui n'est jamais ou très peu réinterrogé souvent, c'est le niveau idéologique. C'est là où on parle vraiment de culture au sens large du terme. Et c'est ça la racine finalement des mots actuels à mon sens. Et c'est sur ça qu'il faut agir. Moi, j'ai presque envie de dire qu'il faudrait réussir à faire rentrer le système humanité dans une crise existentielle. Parce que ce qui caractérise une crise existentielle, c'est ce qui avait du sens hier, on n'en a plus aujourd'hui. Et là, il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus. En tout cas, on constate chez les personnes qui bifurquent, souvent, c'est ça qui se passe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qui avait du sens hier, on n'en a plus aujourd'hui. Donc, si on veut changer d'échelle, à un moment donné, c'est tout le système qu'il va falloir c'est pas déjà rentrer. Un peu le cas, la crise existentielle, c'est pas déjà un peu... Enfin, est-ce qu'on n'est pas déjà un peu dans cette... Alors, ça dépend lesquels. Après, je pourrais un peu... c'est-à-dire, pour l'instant, c'est quand même plutôt une minorité, plutôt les pionniers, les pionnières. Et là, l'idée, c'est de changer d'échelle. Mais je te rejoins. Et heureusement, d'ailleurs, ça augmente. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui augmente pas mal. Ça, c'était la première partie de ma réponse. Ma deuxième, c'était de dire... Justement, donc nous, la Fresque des Nouveaux Récits, on veut contribuer à changer ce niveau 4. On peut parler d'imaginaire, on peut parler de culture au sens large. Et moi, je me dis déjà, ok, c'est quelque chose qui est en train de monter, c'est très chouette, mais il y a toujours un risque que du coup, quand quelque chose monte, qu'il soit récupéré et qu'il perd son pouvoir transformateur. Typiquement, le développement durable, on voit que ça a été récupéré et que ça a complètement perdu son pouvoir transformateur. Du coup, moi, je propose 3 critères que je veux à la fois les plus radicaux, c'est-à-dire qui vont à la racine des enjeux, mais en même temps les plus consensuels. C'est-à-dire, là, comme on vit tous dans la même maison, on ne peut pas se dire c'est chacun s'occupe de ce qu'il veut. Donc oui, nous on dit nouveau récit avec un X et un S, mais on se dit quand même, il faut plein de chemins, mais il faut que ces chemins quand même ils soient compatibles avec notre maison commune, parce qu'on est tous interdépendants. Et du coup, ces 3 critères qu'on veut les plus radicaux et en même temps les plus consensuels possibles, c'est la première question à se poser. Donc nous, les nouveaux récits, c'est un peu des projections dans l'avenir. Donc on peut dire un nouveau récit, ça peut être un nouveau récit d'individu pour un projet de vie, ça peut être pour une entreprise pour un projet d'entreprise ou pour une collectivité territoriale type ville, État, etc. C'est est-ce que si toutes les personnes, par exemple, si tous les individus ou toutes les villes ou tous les États ou toutes les entreprises avaient le même projet, est-ce que ça nous conduirait collectivement à franchir les frontières planétaires? En gros, c'est passer le test de l'universalisation. C'est l'impératif de Kant. Du coup, si la réponse est c'est pas possible, du coup, c'est pas un nouveau récit, c'est un ancien récit. Parce qu'aujourd'hui, on a franchi 6 des 9 frontières planétaires, donc ton projet, en fait, il contribue à continuer à aller dans la mauvaise direction. La deuxième question à se poser, c'est est-ce que si tout le monde faisait la même chose, ça contribuerait à ce qu'une partie de l'humanité n'arrive pas à répondre à ses besoins fondamentaux?
Si la réponse c'est pareil, c'est pas un nouveau récit, typiquement America First, si c'est tout pour les États-Unis mais rien pour le reste du monde, c'est pas possible. Et ça, globalement, c'est bien synthétisé par l'économie du donut. Donc en gros, c'est un peu de se dire, est-ce que le nouveau récit, il est économie du donut compatible? Si c'est pas le cas, c'est un ancien récit. Et le troisième critère, parce que là c'est sûr, juste, donc on a la sécurité, la justice sociale, mais pour avoir aussi le côté désirable, nous on inclut le facteur le plus universel pour savoir si quelqu'un a une vie heureuse ou pas, c'est, parce qu'on pourrait se dire le bonheur c'est subjectif, et il y a un facteur qui est le plus universel, c'est la qualité de relations sociales. Donc c'est est-ce que mon projet de vie, mon projet d'entreprise, mon projet d'État, etc., il contribue à dégrader la qualité des relations sociales ou à l'améliorer. Et là, on se rend compte que de ce point de vue-là, nos récits dominants actuels sont hyper dysfonctionnels. Parce qu'à la fois, ils nous ont conduit à franchir 6 des 9 frontières planétaires en 7 décennies, alors qu'Homo sapiens, c'est 300 000 ans. Deuxièmement, il n'a même pas permis à l'ensemble de l'humanité de répondre à son besoin fondamentaux, parce qu'aujourd'hui, il y en a plein qui ont trop. Enfin, il y a une minorité qui ont trop, et une majorité d'humains qui n'ont pas assez. Et troisièmement, d'un point de vue du tissu social, on voit que nos indicateurs type PIB, comme c'est un indicateur du niveau de marchandisation de ma société, et que là où j'avais des relations don contre don, d'entraide entre des êtres humains, si je les remplace par des relations marchandes, je viens couper des liens, et bien je viens isoler les gens. Et donc on voit qu'en fait, on s'est choisi un package de règles qui est dysfonctionnel. C'est pour ça que moi j'aime bien prendre l'image. Nous, ce qu'on essaie de faire avec la fraise de nos récits, c'est de contribuer à faire prendre conscience finalement, premièrement, que ce à quoi on joue en ce moment, c'est l'équivalent du Monopoly. C'est un jeu de société. Et c'est ce que David Graeber, dans une autre histoire de l'humanité, montre. Il dit le génie d'Homo sapiens, c'est sa capacité à créer de nouvelles règles du jeu. Et c'est aujourd'hui qu'on est un peu dans une espèce d'anormalité parce qu'on a l'impression qu'on est bloqué, Thatcher, there is no alternative, etc. Et du coup, là, la clé, et c'est tellement un génie que on a créé plein de jeux de société. Enfin, on joue en tant que loisir. Mais ça montre qu'on a vraiment cette capacité à créer des règles qui vont du coup influencer les comportements. C'est Marshall Rosenberg qui dit vous pouvez faire jouer Gandhi et Mère Teresa au Monopoly, ce sera toujours la même fin du jeu, parce que c'est pas une question de joueur, mais de règles du jeu. Et donc nous, l'idée, quelque part, avec la fraise de nos récits, c'est à la fois de conscientiser qu'il n'y a pas de naturalité à la façon dont notre société est organisée. On peut arrêter de jouer au Monopoly. Et deuxièmement, c'est de montrer qu'en fait, on pourrait faire émerger un nouveau jeu de société qui serait beaucoup plus fonctionnel, tant d'un point de vue soutenabilité, d'un point de vue justice sociale, et enfin d'un point de vue bonheur. Parce que la meilleure des nouvelles, c'est qu'aujourd'hui, notre société, notre système, ce jeu-là, n'est pas designé pour nous rendre heureux. Et le dernier point, peut-être, je trouve intéressant avec les nouveaux récits, c'est qu'ils contribuent à véhiculer des prophéties autoréalisatrices. C'est-à-dire, si collectivement, on passe son temps à se dire que c'est foutu, ça le sera. Par contre, si moi, en tant qu'individu, moi, en tant que groupe humain, je me dis, en fait, c'est possible, ça va créer des comportements qui vont rendre plus facile le comportement des autres. Et finalement, tout ça agrégé va faire que le système changera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite que si je passe mon temps à me dire que c'est foutu. Et donc, pour moi, les nouveaux récits, c'est ce que tu disais, Anthony, ils permettent finalement de relier les gens. C'est-à-dire que c'est Noam Chomsky qui disait la propagande, c'est faire croire aux gens qui sont isolés et impuissants. J'ai envie de dire, les nouveaux récits, c'est de montrer aux gens qui sont reliés, qui ont du pouvoir d'agir, qui peuvent contribuer à être l'étincelle qui va allumer un grand feu, à être le premier domino qui va faire tomber les suivants. Voilà un peu ce que je voulais dire sur ça. Mais peut-être que faire récit commun, de toute façon, c'est bien remettre le citoyen au centre. C'est d'arrêter peut-être de nous faire percevoir nous-mêmes comme n'étant qu'un consommateur. Et c'est un gros travail de redonner le pouvoir d'agir aux citoyens et de le faire réexister en tant que citoyen. On a quand même une petite soixantaine d'années de mécanique assez... qui a beaucoup agi sur notre cerveau et qui nous a fait avaler que nous n'étions que des consommateurs qui sont à retravailler. Et ça, je trouve que c'est un travail particulièrement intéressant. Et dans ce que tu disais, ce que j'aimais bien également, c'est ce que je te disais tout à l'heure avec Arthur Keller. Il ne faut pas créer des récits monolithiques. On ne va pas être dogme contre dogme. Il y a un certain nombre de chemins qui sont à co-construire. Mais encore une fois, la question de la démocratie, la question de la gouvernance, la question d'un nouveau contrat social, c'est celle-là même qui est posée aujourd'hui. Et pour un pays même comme le nôtre, le contrat social, rousseauiste, etc., le remettre en question, c'est quand même pas si évident que cela, même si effectivement, il existe ça et là des expérimentations, des initiatives qui fleurissent sur l'ensemble du territoire et que peut-être on partage insuffisamment ou que l'on traite
trop comme étant des épiphénomènes, alors qu'elles ont un pouvoir de reproductibilité qui est absolument immense. Et c'est la façon dont aussi on nous raconte ces histoires-là qui est posée. Parce que les mots ont un sens et parfois on a l'impression qu'on les oublie. Le fait aussi que nous soyons dans une société où l'attention est de moins en moins importante et où l'écoute de l'autre est également insuffisamment valorisée. Or, c'est ça, retrouver du sens pour refaire société, il y a les récits, mais les récits, encore faut-il être en capacité de les écouter et d'accepter d'écouter l'autre pour pouvoir débattre. Et je trouve que justement, tu parlais de Sandrine Roudot, j'en parlais aussi, etc. Elle a fait un post récemment et où elle disait justement, eh bien, est-ce que notre mot d'ordre, c'est pas now future, qui est une façon de détourner le no future que l'on connaissait. Et je trouve que c'est extrêmement incapacitant de pouvoir générer des nouveaux récits qui puissent donner, qui puissent nous toucher au cœur, qui seront peut-être pas le même que ceux qui vous touchent, toi, Anthony, toi, Benoît, toi, t'es dit. Mais je trouve que c'est là aussi la force pour que l'on puisse faire une société commune. Et là, on a un gros travail à faire parce que sinon, on a l'impression que peut-être, dans la façon dont on nous a parlé de l'ensemble de ces sujets, de la lutte contre le changement climatique, la préservation des ressources, qu'il n'y avait qu'une seule voix, qu'une seule histoire. Or, ça peut faire peur également, parce qu'on se dit, oui, mais alors c'est l'un ou l'autre. Ben non, comment est-ce que je crée justement ces chemins? Comment je me projette? Par le débat. Or, on est dans une société où on débat de moins en moins en s'écoutant. Et ça, c'est quand même un gros problème. Si on ne s'écoute pas plus, que ce soit au niveau de la société dans sa globalité, mais que ce soit également dans les entreprises, dans les collectivités, écouter les citoyens, écouter les salariés, écouter l'ensemble de nos parties prenantes, c'est pas quelque chose qui est juste là pour faire joli. C'est vraiment indispensable pour pouvoir inventer justement le modèle de société de demain. En gros, aujourd'hui, on est dans un modèle de société qui est très linéaire, qui est fondé sur la vente en volume. Et demain, on veut faire advenir un modèle qui soit plus circulaire et plus sobre. Mais pour ça, il faut qu'on se comprenne les uns les autres. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on passe du temps. Et la notion du temps aussi, on ne l'a pas abordée aujourd'hui. Il y a peut-être quelque chose qui est important et dont il faut parler, c'est que l'on prenne du temps pour s'écouter, pour se comprendre et pour pouvoir accepter de co-construire. Et je trouve que justement les exemples de la fresque, mais les exemples également du tour, c'est je prends du temps pour l'autre aussi quelque part. Pour moi, pour me former, pour essayer de comprendre le monde dans lequel on est. Mais aussi après, tu l'as dit, le stade numéro 2, c'est pour pouvoir ensuite répandre, partager cette parole que j'ai entendue et que j'ai comprise à l'aune de mon propre prisme. Et je trouve que ça aussi, le fait que dans certaines organisations, il n'y ait pas suffisamment de temps qui soit donné pour pouvoir participer à ce type d'expérience, d'initiative, je trouve que c'est dommage. Et la deuxième chose, c'est qu'avec l'Assemblée citoyenne des imaginaires, dont je vous ai très rapidement parlé tout à l'heure, il y a aussi cette notion de co-construire avec les citoyens pour pouvoir leur redonner la place, leur redonner la parole. La question de l'écriture, elle est fondamentale. Co-écrire à plusieurs, c'est quelque chose qui est extrêmement enrichissant et qui nous permet là aussi de nous projeter. C'est la dernière phase de la fresque des nouveaux récits et c'est un moment extrêmement parfois compliqué pour certains parce que justement, c'est tellement compliqué parfois de se projeter. On est envahi par les dystopies et puis par nos cultures et puis par... c'est pas facile de se lâcher. Or, je trouve que plus on va pouvoir permettre justement au sein des organisations, de toutes les organisations, mais aussi dans un côté très collectif. Je vois, il y a des expériences qui se font par exemple autour de Lyon sur la question de l'eau, avec en utilisant ces techniques justement d'écriture collective. Mais je trouve qu'on a une capacité, une possibilité à la fois d'écouter l'autre et de pouvoir ensemble imaginer à quoi va ressembler demain. Et vous voyez, dans l'Assemblée citoyenne des imaginaires, on a reçu au départ plus de 55 000 contributions de citoyens.
On a eu ensuite, on a mis en synergie tout ça, on en a tiré les grands enseignements avec Blue Nove. Et puis Valérie, elle nous a accompagnés justement avec le festival Atmosphère aussi pour mieux les comprendre. En passant également avec des experts pour justement nous former. Et puis toute cette matière, elle a été apportée à des scénaristes professionnels. Vous imaginez bien, on est parti cette fois-ci du citoyen même. Et les scénaristes professionnels, ils nous ont proposé 6 histoires qui s'appuient à la fois sur ce qui était demandé, mais aussi sur 200 micro-fictions qui ont été réalisées toujours par des citoyens. Je trouve ça absolument magique de pouvoir imaginer qu'on va avoir les bases d'un futur blockbuster d'une œuvre culturelle populaire créée de cette façon-là. Et si on utilisait cette technique-là pour refaire société, pour justement créer des récits communs, en tout cas, je pense que là-dessus, ça peut apparaître parfois un peu distant de ce que vivent des entreprises ou autres, mais il y a un potentiel également pour des organisations de type entreprise, par ce type de technique, pour réussir à inventer les offres de demain qui soient compatibles avec les niveaux que tu as expliqués avec les nouveaux récits. Parce qu'il y a un gros enjeu qui est le marketing de la sobriété, et il faut là aussi que l'on puisse inventer ces nouveaux modèles, voilà, parce qu'il ne s'agit pas de dire que l'économie va disparaître, elle sera différente. Ouais, je voulais rebondir sur un de tes premiers points. Parce que je pense qu'il y a une notion qu'on a que très rapidement survolée, et j'aimerais l'illustrer juste par une campagne qu'on a à Nantes pour limiter en tout cas la hausse du trafic aérien. On voit que quand on s'attaque à ce genre de sujet, l'avion c'est vécu comme un moyen de s'évader, c'est synonyme de liberté. Et quand on s'attaque à ce genre de sujet, on voit qu'on a une résistance qui est très forte. Et donc pour nous, on se pose cette question de comment on fait pour dire, mais en fait, voilà, les scientifiques nous alertent, il faut qu'on arrête l'avion. À défaut d'arrêter l'avion du jour au lendemain, il faut qu'on arrive à, en tout cas, réduire l'usage qu'on en fait. Et au contraire, ne pas chercher à faire en sorte qu'il continue, qu'il se propage et qu'on aille vers une croissance, toujours cette fameuse croissance infinie. Voilà. En fait, donc dans cette construction des imaginaires, moi, je trouve il y a un exemple. Nous, il y a un réseau international qui s'appelle Stay Grounded, qui est hyper intéressant, qui fait un travail de fond qui est hyper intéressant là-dessus. Il y a notamment en Suède un mouvement qui s'appelle Flickstram, je crois. Enfin, mon suédois est approximatif, mais en gros, ça veut dire c'est la honte de prendre l'avion. Et en français, on peut le traduire par avion honteux. Ça marche peut-être un peu moins bien, mais en tout cas, voilà, c'est une espèce de jeu de mots en suédois pour dire, pour insuffler ce truc de, en fait, c'est la honte de prendre l'avion. Tu prends l'avion pour passer une semaine à Agadir ou un week-end à Dublin, mais c'est la honte. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a aussi quelque chose qui se joue là-dessus, quoi. Donc encore une fois, il ne s'agit pas de culpabiliser les gens, mais il y a une espèce de tendance là-dessus qui est intéressante, quoi. Et ça aussi, c'est voilà, on en revient à la question du temps, hein. Ça met du temps à se lancer. Moi, je pense aussi qu'il y a un enjeu de génération, hein. Il faut que les générations qui arrivent puissent aussi s'emparer de ces sujets-là et du coup les faire grandir, les faire s'épanouir. Mais voilà, l'éducation, le temps, c'est comme ça aussi que ça se passe. Et malheureusement, c'est paradoxal parce qu'on n'a pas forcément le temps. Là, on voit le mur qui se rapproche et du coup, on se dit qu'on est coincé entre ces deux injonctions. Mais voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et de toute façon, c'est la voie qui est la plus réjouissante. Donc, voilà. Très, effectivement, avant d'aborder la conclusion, je voulais informer nos intervenants qu'on est en replay, on n'est pas en direct pour des problèmes techniques, donc les questions seront en commentaire, n'hésitez pas. Voilà, maintenant, quand vous visionnerez ce replay, à poser vos questions dans les commentaires sur les réseaux sociaux. On y répondra, nos intervenants y répondront. Vous avez leur mail qui s'affiche à l'écran aussi, selon leurs possibilités évidemment. Peut-être pour aborder les quelques minutes qui nous restent,
Si je me tente un résumé peut-être un peu hasardeux très, très rapidement, on a vu que voilà, aujourd'hui on est dans un monde qui n'est pas durable, qu'on souhaite pourtant faire durer et qui n'est pas souhaitable mais qu'on souhaite faire durer et qui est nécessaire de s'engager collectivement, d'avoir plusieurs, parce qu'individuellement on n'y arrivera pas évidemment, et pour ce faire il faut plusieurs récits, il est nécessaire d'avoir plusieurs visions, plusieurs trajectoires pour que ça convienne à tout le monde en quelque sorte. Euh, Voilà, tout simplement, pour résumer très rapidement, parce que vous avez tous les trois un mot de la fin peut-être, à commencer par toi Benoît. Ouais, alors peut-être deux choses à partager, juste une qui va permettre de rebondir sur ce que vous avez dit et qui va faire le lien avec les récits. C'est dans le cadre d'un événement qui était les rencontres du travail et de l'écologie. Il y avait un intervenant du Centre européen de la fonctionnalité et de la coopération qui avait dit un truc qui m'a marqué. Il avait dit le métier du XXe siècle, c'était le métier de consultant, parce que l'idée, c'était d'optimiser l'existant. En gros, je suis consultant de tel secteur, je vais aller diffuser ces meilleures pratiques dans tout le secteur d'activité en question. Et il dit, le métier du XXIe siècle, ce sera facilitateur et facilitatrice, parce que là, ce qu'on doit faire, c'est faire bifurquer des systèmes entiers. Et donc, Valérie parlait de dialogue. En fait, il va falloir faire dialoguer toutes mes parties prenantes pour faire bifurquer. Sans ça, si on les prend isolément, ils vont tous nous dire « moi, je peux pas parce que mon client veut pas, moi, je peux pas parce que mon fournisseur peut pas ». Mais l'idée, c'est de tous les mettre autour de la table. Et je trouve que typiquement, l'idée de faire des nouveaux récits, de faire par exemple cette partie 2 de la fraise des nouveaux récits dans des territoires, dans des secteurs d'activité où on met toutes les parties prenantes autour de la table, pour aller créer ce futur en commun, c'est quelque chose de très puissant pour justement dépasser ces obstacles. La deuxième chose, c'était peut-être mon mot de la fin, c'est de dire... moi, j'ai un peu une stratégie de l'action que j'ai retirée je crois que c'était Éloi Laurent, à Sciences Po Paris, qui disait, globalement, pour faire passer d'un statut A à un statut B, ce qui est important, c'est de commencer par une transformation culturelle. Une fois que cette transformation culturelle est faite, finalement, tout ce qui avait du sens hier n'en a plus. Donc, typiquement, les normes sociales dominantes nous paraissent insupportables. Là, par exemple, par rapport à la fast fashion, c'est plus je change souvent d'habit, plus je suis stylé. Ça devient insupportable parce qu'on voit les conséquences que ça a d'un point de vue écologique et d'un point de vue humain. Et une fois que ça c'est fait, finalement, les règles du jeu de société nous paraissent tellement insupportables que du coup, nécessairement, on passe au niveau 2, qui est le changement des règles du jeu de société. Typiquement, on y sera arrivé quand on n'aura plus le PIB, on sera passé à autre chose, on aura de nouvelles normes sociales qui soient à la fois plus soutenables et beaucoup plus désirables, parce que beaucoup plus en accord avec ce qui nous rend vraiment profondément heureux. Tu parlais des biens versus plutôt sur l'être, la relation. Moins de biens, plus de liens, c'est souvent synthétisé comme ça. Et après, une fois que ça c'est fait, finalement, l'ensemble des comportements s'aligne sur ces nouvelles règles du jeu. Parce qu'on est tous en train de jouer de nouveau à un jeu de société. Et après, une conclusion un peu plus personnelle. Moi, j'aime bien dire que finalement, c'est une citation de Jason Hickel qu'on mentionne beaucoup dans notre fresque. C'est « heureuse coïncidence que ce que nous devons faire pour survivre correspond à ce que nous devrions faire pour être heureux ». C'est un peu l'idée que finalement, ce qui est bon pour la planète est bon pour nous. C'est de la même manière qu'on traverse la 6e extinction de masse des espèces, on a finalement une extinction, en tout cas une détérioration grandissante de notre microbiote intérieur. C'est-à-dire que la richesse de mes sols va déterminer la richesse de mon microbiote. Et donc vraiment, ça montre à quel point tout ça, c'est lié. Et du coup, moi, je peux témoigner, c'est-à-dire à titre personnel, j'étais parti pour être avocat d'affaires. Et à ce moment-là, j'étais peut-être extrêmement éco-anxieux. Non, j'ai vraiment l'impression d'être éco-heureux, où j'ai fait le deuil de ma toute-puissance, mais j'assume ma puissance. Et j'ai vraiment l'impression que à chaque instant, je suis là où j'ai envie d'être et que je voudrais être nulle part ailleurs. Et moi, ça, c'est ma définition du bonheur. Et donc, quelque part, finalement, m'engager. Je suis peut-être passé par une crise d'identité. Justement, ce qui avait du sens hier n'en avait plus. Aller à la Défense, aller au 36e étage de ma tour, etc., ça n'avait plus de sens. Mais finalement, c'était pour le mieux parce que je suis un peu passé d'une vie par défaut à une vie beaucoup plus savoureuse, beaucoup plus alignée avec mes valeurs profondes et beaucoup plus unifiée. Donc voilà aussi, c'était peut-être ça. Pour moi, les nouveaux récits, c'est peut-être une manière de sortir nos sociétés qui sont collectivement dans des dissonances cognitives énormes, qui institutionnalisent la dissociation, genre ma vie privée, ma vie pro, nanana, et du coup, pour être beaucoup plus unifiés et arrêter de faire ce qu'on fait quotidiennement, à savoir contribuer le fait de scier sur la branche sur laquelle le vivant est assis, et potentiellement également ne pas permettre à d'autres êtres humains de répondre à leurs besoins fondamentaux. Voilà un peu ce que je voulais dire sur mon ouverture. Conclusion. Moi, j'avais envie de vous partager une définition d'un mot qui est présent dans Les Utopiennes, qui est une série de nouvelles qui a été publiée aux éditions de la Mer Salée en octobre ou en novembre.
et donc collection dirigée par Sandrine et Yannick Roudot. Et j'aimerais vous lire un mot que j'ai trouvé très intéressant, même si je pense qu'il faut qu'on s'éloigne à un moment ou à un autre, effectivement, d'un vocabulaire un peu guerrier. Néanmoins, je vais vous le lire, le verbe « l'humilité ». Agir avec intention et conviction, mû par un espoir lucide sur les difficultés, les lumilitantes et les lumilutants se concentrent sur les failles dans le système, sur l'étendue des possibles et sur le potentiel humain. L'humilité mobilise une énergie d'action déterminée qui permet de sortir de l'impuissance, et un de nos slogans est « Now Future », une référence lumipunk à No Future. Je trouve que ce terme de l'humilité est particulièrement lumineux parce qu'on a besoin de lumière, on a besoin de joie pour pouvoir s'engager, pour pouvoir poursuivre les actions que nous menons, pour pouvoir continuer à contribuer à faire advenir une autre société, une société plus sobre, une société plus juste également, mais qui soit aussi créatrice de valeurs, créatrice d'emplois. Parfois, des esprits chagrins disent que ça voudrait dire aller vivre j'allais dire d'amour et d'eau fraîche, mais c'est à peu près ça, ce que pour certains cela peut évoquer, mais en fait c'est revenir à nos besoins, c'est revenir à l'essentiel, à partir du moment où effectivement les besoins essentiels sont véritablement satisfaits. Ça veut dire également montrer que les liens que l'on peut créer entre nous peuvent permettre de faire émerger des nouvelles façons d'être au monde, un nouveau rapport au monde. Et ça, je pense que aussi c'est quelque chose d'indispensable. C'est indispensable notamment pour faire société, pour créer une nouvelle société où en fait, entre l'ensemble des générations, il y a un discours intergénérationnel qui puisse là aussi arrêter de nous opposer les uns aux autres. Chacun, nous avons nos expériences, nous devons tous nous écouter. Les plus jeunes ont aussi d'excellentes expériences, d'excellentes idées, tout comme ceux que nous considérons comme des non-sachants, entre guillemets. Arrêtons d'être dans les dogmatismes, ouvrons-nous les uns aux autres pour pouvoir justement co-construire ensemble. Et on a besoin pour cela effectivement de facilitateurs et de facilitatrices. Anthony, effectivement, revenir à l'essentiel, notre rapport au monde, est-ce que ça passe par retrouver notre place parmi le vivant, par retrouver notre identité peut-être ? Ouais, carrément. Oui, carrément. Et puis, déjà, merci beaucoup pour vos mots, parce que c'est très inspirant et je suis vraiment reconnaissant, ne serait-ce que pour le temps d'échange qu'on a eu, parce que vraiment, ça fait du bien. Et oui, mais moi, je vais aller dans le même sens. On a parlé en préparant l'émission d'éco-anxiété. Moi, j'ai presque envie de dire que des fois, je me sens aussi socialo-anxieux, parce que ça me fait un peu peur ce qui se passe vraiment sur la case du droit social et surtout ce qui se passe en France et dans le monde. Et je pense vraiment que les pistes d'action, elles sont dans le collectif, elles sont dans le faire ensemble. Je pense qu'il y a un enjeu à montrer que c'est possible, qu'on peut faire autrement et que c'est chouette, et que c'est pas déprimant. Je pense que il faut vraiment lutter contre cette espèce de fatalisme, parce que pour moi elle est là la clé. Et du coup, je me retrouve complètement dans ce que vous avez dit sur le faire collectif et faire ensemble. Pour moi, c'est un peu et être dans l'action, c'est vraiment les clés qui d'après moi, enfin vraiment, si on analyse cette période dans 50 ans, dans 100 ans, à mon avis, il y a des choses qui se jouent. On est un peu à un tournant là, et puis de se dire qu'on fait partie de ce changement, qu'on va aller vers quelque chose de chouette et qu'on va pas aller vers la morosité qu'on nous promet. Je pense que c'est vraiment, il est là l'enjeu. Et que l'utopisme, c'est pas un vilain mot ou un mot bisounours, entre guillemets. Je pense qu'on a besoin aussi d'utopie, justement pour nous donner des clés pour avancer. Je ne sais pas ce que vous en pensez tous les deux, mais c'est pour moi quelque chose d'important. Pour moi, c'est même un symptôme des problèmes actuels. C'est-à-dire qu'on ait réussi à assimiler utopiste et utopie à irréaliste. Oui. Pour moi, c'est symptomatique à quel point on est bloqué. Et que finalement, c'est pour ça que nous, ça nous tient à cœur, la Fraise des Récits, de réhabiliter le mot utopiste. Et utopie, c'est vraiment futur désirable. Et je reviens à cette idée-là. C'est après la probabilité qu'il advienne, c'est à nous
de trouver les stratégies, de poser les actes pour augmenter la probabilité qu'ils adviennent. Mais c'est un deuxième sujet. Et je pense que si on gagne finalement cette transformation culturelle-là, ça montre qu'on aura réouvert le champ des futurs énormément. Parce qu'aujourd'hui, on est bloqué, parce que dès qu'on commence à penser différemment, on nous dit utopiste au sens irréaliste, doux rêveur, etc. etc. Donc, mais c'est ce qu'on avait posé, tu te souviens, pour Rob Hopkins, quand il a sorti son ouvrage « Et si ?» alors que c'était simplement des choses qui étaient en train d'advenir, et on voit combien ça a pu essaimer au sein même de nos territoires. Et je pense que là aussi, le fait d'être encore plus ancré, de pouvoir agir au niveau de son territoire. Tu parlais du territoire nantais où tu es. C'est un formidable laboratoire d'expérimentation, mais il faut le faire savoir, il faut le partager. Et bien sûr qu'il y a des choses où c'est pas parfait et il y a encore des choses qui peuvent s'améliorer. Mais et alors ? Et si on se laissait le droit de rêver, de pouvoir justement accéder à autre chose par le fait de rêver et d'imaginer demain. C'est quand même un super programme, non ? Expérimenter, c'est un mot-clé. J'avoue qu'on n'en a pas parlé parce qu'on a aussi des projets de base, des bases d'action sociale et écologiste. Et c'est le terme qu'on emploie peut-être le plus souvent, où on essaye. On n'a pas la prétention d'avoir la solution magique, mais voilà, on essaye. Et puis parfois on réussit pas, mais parfois on réussit. Et c'est ça qui est intéressant, quoi. Donc, expérimenter, se lancer, c'est ça. Bon, merci à vous trois. Je pense qu'on va pouvoir conclure. On peut rester sur ce mot de rêver. Je pense que c'est un bon résumé pour essayer de se projeter vers des avenirs plus désirables. Merci à tous les trois pour votre temps, pour vos échanges, pour nos échanges. Vous retrouverez toutes les actualités de nos intervenants sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas encore une fois à leur écrire via les mails qu'on vous a communiqués. Vous avez le QR code de Nos Gestes Climat à l'écran, n'hésitez pas, c'est pour en calculer votre empreinte carbone individuelle, ça vous prend 10 minutes, n'hésitez pas à scanner le QR code ou à vous rendre sur nosgestesclimat.fr, c'est un début en tout cas pour établir un constat et puis ensuite agir derrière. Merci à tous, merci à tous les trois et à bientôt pour l'ABC du climat en 2024. À bientôt. Merci. Belle fête. Bonne année.